Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. L'idée d'aujourd'hui, c'est de commencer à préparer le 3 décembre et les discussions qu'il va y avoir autour de l'inclusion, c'est quoi pour vous? Parce que l'idée quand même, c'est de se poser cette question, ça veut dire quoi être inclus? Moi, j'ai pas la réponse. Voilà, c'est le point de départ de tout ça, c'est que moi, j'en sais rien ce que ça veut dire être inclus. Donc j'ai besoin de vous pour savoir ce que ça veut dire. Moi, j'ai besoin de chacun d'entre vous, que vous soyez, alors personne en situation de handicap, professionnel, entourage, famille, partenaire, mandataire, et ainsi de suite, que chacun puisse venir dire c'est quoi ma définition, pour qu'on en discute tous ensemble, et qu'on puisse se donner peut-être une définition commune, ou retenir plein de définitions différentes, ça j'en sais rien. Ça c'est l'objectif du 3 décembre. C'est de réussir à ramener ça et à faire remonter c'est quoi l'inclusion pour nous finalement. Vas-y Daniel. Alors pour moi, l'inclusion, c'est apprendre à faire un métier autre part, tout ça. Je suis bénévole à l'EHPAD. Oui. Ça fait 1 an que je travaille à l'EHPAD. Je gère les personnes âgées. Pour moi, l'inclusion sociale au Resto du Cœur, c'est d'aider les personnes qui ont pas assez d'argent pour leur payer par exemple les repas. Puis, au quotidien, ça m'aide à bouger et à voir d'autres mondes finalement, qui sont pas pareils que moi. Pour moi, l'inclusion, c'est s'inclure auprès des personnes dans la ville, s'inclure au niveau du bénévolat et s'inclure au niveau de la société. Par exemple, aller voter, faire ses courses, aller, je sais pas, faire du jogging ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça que je dirais comme inclusion pour moi. Juste comment expliquer ça? L'inclusion, c'est pour c'est pour apprendre à vivre, à faire un stage faire quelques essais dans une structure de travail professionnel, de travail adapté, quoi. Être bénévolat à la médiathèque, aider les autres. Pour moi, l'inclusion, c'est d'être naturel, de respecter les gens tels qu'ils sont et puis d'avoir une posture assez simple, quoi, en fait. Alors l'inclusion, ça peut toucher le travail, ça touche plusieurs domaines. Le travail, le loisir, la scolaire, le social, enfin pas mal de domaines. C'est s'inclure, en fait, c'est d'évoluer. Au début, on sait pas trop et à la fin, on s'inclut en fait dans la chose auquel on veut s'inclure, quoi. Mais c'est aussi à faire qu'il n'y ait pas de différence en fait entre des personnes de tous les milieux qui viennent. Et ce que moi j'aime bien rappeler, c'est que c'est des personnes qui sont en situation de handicap à un moment donné, mais ce ne sont pas des personnes qui sont définies au strict handicapées telles qu'on peut l'entendre dans la société. Ils ont plein de capacités, plein de ressources, et ils sont très enrichissants comme d'autres personnes peuvent l'être. Pour moi, l'inclusion, pour moi, ce mot-là, il n'existe même pas en fait. Je dirais plus discrimination. Pour moi, c'est le fait de s'inclure dans la société, d'être présent dans la société sans distinction. Dans le village, tout ça, quoi, savoir si je suis bien avec eux et tout le reste, quoi. Je pense que ça doit être ça. L'inclusion, c'est comme si j'y ai réfléchi cette nuit, toute la nuit. C'est comme un gâteau où on met des proportions, ça veut dire ça un peu. On mélange, et puis c'est un enrichissement, quoi. C'est de les voir au milieu de la vie sociale, de la société, sans les distinguer en fait. Pour moi, c'est ça l'inclusion, c'est de ne pas faire de différence en fait entre les personnes en situation de handicap et puis les autres, quoi. S'il y avait moins de discrimination, il n'y aurait pas d'inclusion puisqu'on serait tous à travailler les uns avec les autres. Ne pas laisser les autres de côté, de dire il est comme il est, mais apprenons à le découvrir sous un autre angle, peut-être que ça passera mieux aussi. Qu'est-ce que c'est l'inclusion pour moi? C'est partager mes codes. C'est arriver dans un groupe avec mes codes et que ce groupe, à un moment, m'accepte avec mes codes.
et qu'à un moment, il n'y ait pas ce qu'on disait tout à l'heure de stigmatisation à un moment de ce qui pourrait paraître étrange de ma personne. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé un appartement à Vannes. L'inclusion, c'est de voir des trucs différents. Difficile d'avoir une définition très concrète de l'inclusion. Bien évidemment, c'est la prise en compte des différences des uns par rapport aux autres. Je ne pourrais pas te donner une définition concrète. Je pense qu'il faudrait d'abord former les gens à l'ouverture d'esprit avant de parler d'inclusion. Parce que l'inclusion, c'est ça, c'est changer en fait le regard collectif pour qu'à un moment les personnes en fait ne soient plus stigmatisées au final. Si on ouvrait les esprits, on formait les gens à accepter tous les gens différents, il n'y aurait plus de mot inclusion. Je fais du bénévolat dans une bouquinerie qui s'appelle La Tudu, qui est juste un peu plus bas que le SAVS. Je travaille à Saint-Marcel en espace vert depuis un peu plus de 3 ans. Je travaille à la ressourcerie d'ici peu de... merci. Le travail, ça me permet d'avoir un rythme, un cadre, une hygiène de vie. Enfin, c'est important de travailler quand même parce que au moins on reste pas chez soi à ruminer. Donc non, moi je sais qu'avant je suis assez longtemps sans travailler, donc je sais ce que c'est. Et... Non, faut travailler. Ça permet un bon, d'être bien dans sa peau, quoi, d'être intégré à la société, etc. Quoi. Mais est-ce que ça m'apporte beaucoup de bonheur en moi, c'est pour ça, quoi. J'aime bien un peu le travail pour ça, c'est la une. Et puis j'aime bien un petit peu de travail et puis ça me détend un peu. Voilà. Ça m'apporte du bonheur et puis de la satisfaction parce que je me sens assez responsable et je me sens, utile à la société. Il est plus mature, je dirais. Ouais. Plus épanoui. Moi, ça aussi, moi. Je suis convaincue que c'est bénéfique dans le sens où ils ont une responsabilité, ils sont reconnus comme tels et ils ont aussi la gratification, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, de dire aux autres personnes qu'elles côtoient, de dire voilà, moi je travaille, moi je suis bénévole. C'est aussi une forme de responsabilité et ça permet de les mettre à un certain niveau sur lequel elles sont en confiance en fait. Mon handicap, ils sont comme moi. Et les normaux, pour montrer qu'on sait faire des choses. Plus je travaille avec eux, plus je me rends compte qu'on peut faire plein de choses, qu'il n'y a pas de... faut pas se mettre de barrières. En nous racontant leur métier ou leur bénévole au sein de différentes structures, c'est aussi nous apprendre qu'est-ce qu'ils font et que nous, à ce moment-là, on ne sait pas et eux savent. Certains, ils se confrontent ou ils se reconfrontent au milieu professionnel. C'est la participation sociale, c'est se sentir utile pour la société, pour ses bénévoles. C'est un rythme aussi à tenir, puisque moi, quand je viens au travail, j'ai une heure à respecter, j'ai des comptes à rendre. Donc quand on est bénévole, on est traversé par ces mêmes obligations, avec un statut différent, bien évidemment. Mais il faut savoir se présenter à l'heure, rentrer en relation avec les autres de manière adaptée, faire valoir ses compétences ou les développer. Donc c'est toute cette question de la valorisation finalement, valorisation individuelle et collective. Alors chez moi, c'est dans le bourg de Saint-Marcel, donc c'est pas très loin de l'ESAT, à 1 kilomètre. À Pleucadoc, j'habite à Pleucadoc dans un appartement. Depuis 2 ans maintenant. C'est pas ma maison à moi, je suis locataire, mais ça n'empêche que mes locataires, mes propriétaires, je les changerai pour rien au monde. Ils sont bien, ils m'ont bien plu. Marie-Bernadette Sauvert. Alors, il est en appartement individuel depuis 2 ans. 2 ans. 2 ans passés, oui. C'est vrai qu'au début, on s'inquiète beaucoup. Au début, et puis, est-ce que ça va bien se passer? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ouais. Et puis, bon,
après, on s'habitue. Hein. Mais après, ouais. Au début, si vous voulez, ce qu'elle me demandait, de appeler tous les jours et tout. Non, c'est toi qui m'appelais. Et tu continues toujours, pas tous les jours, mais tu continues à m'appeler. Ben, un petit peu d'effort, Un foyer de vie, un lieu où plusieurs personnes habitent ensemble dans un collectif, avec des professionnels qui peuvent les accompagner. Pour moi, au foyer, ils sont acteurs de leur vie quotidienne. Nous, s'ils viennent pas nous solliciter pour commencer le repas, on fait tout maison. Donc s'ils viennent pas nous solliciter pour commencer le repas, c'est un exemple comme un autre, bah malheureusement on mange pas. C'est chez vous ici, nous on vous aide, mais pareil pour le linge, tu plies pas la corbeille de linge, qui va le faire? Il y aura personne. Et pour moi ça part d'ici en fait, parce qu'ils sont vraiment acteurs au sein du foyer, chacun a son rôle. J'ai un micro-ondes, j'ai une cafetière, je peux mettre du monde, je peux mettre une personne en plus du midi parce qu'il y a trop de monde. On peut vivre chez soi, dans son studio de 20 mètres carrés, dans un foyer de vie, dans le collectif. Alors, c'est pouvoir recevoir des gens chez soi, partager un café, avoir un petit frigo, faire sa petite vie et se saisir du collectif quand on en a besoin, en fait. Et ça, c'est en train de changer. Mais avant, c'était plutôt d'abord le collectif, l'espace nuit, les journées très rythmées. Et aujourd'hui, on est en train de buter sur espace jour, studio, et on vient se saisir du collectif quand on en a besoin. Et souvent, c'est vécu par les professionnels comme un isolement. Souvent, on me dit, ah ouais, mais il sort pas de sa chambre, il sort pas de son studio, pourquoi? Bah, ouais, mais il s'isole. Ah, mais à un moment, il vit avec 30 personnes au quotidien. C'est pas qu'il s'isole, c'est qu'à un moment, il a juste besoin d'un temps de repli, et c'est bien qu'à un moment, il puisse s'octroyer ce temps chez lui, là où il n'y a pas de bruit, où il est au calme, comme tout à chacun. Pour le moment, le foyer, ça me convient. Mais un jour, peut-être, j'espère vivre en appartement. C'est un souhait que je souhaite faire. Mais pour l'instant, je me sens pas assez autonome. J'apprends à être en collectivité et à la fois à me débrouiller tout seul dans un appartement. Pour apprendre à me débrouiller dans une maison, dans mon domicile. J'ai essayé. J'ai eu du mal tout seul, donc à deux, je dirais oui. Mais tout seul, non. Alors moi, si je vivais dans un appartement, ça serait avec lui, parce qu'on s'entend tous les deux et puis on s'est jamais discuté. Et comme mon référent m'a dit, ça serait bien, il nous verrait bien tous les deux dans l'appartement, dans la cuisine, tout ça. N'est-ce pas? Oui. Pour moi, aujourd'hui, le foyer de vie, c'est plus l'endroit où on arrive, et puis c'est ta dernière demeure en fait. On fait de l'occupationnel, et puis après c'est l'EHPAD, et puis en fait c'est une logique de parcours institutionnel. Là, on est dans une logique de parcours de vie. IME, foyer de vie, passerelle, on apprend des choses, on partage dans le collectif, on fait des expériences à plusieurs, on prend le bus à plusieurs, on voit que c'est facile, qu'on y arrive, et puis au bout d'un moment émerge, ah bah ouais, mais du coup lui il est parti vivre avec sa petite copine, et puis lui maintenant il a un appart, eh ben moi aussi, et en fait, on le voit à un moment dans les mouvements dans les foyers de vie, où de plus en plus, en fait il y a un turnover des résidents qui arrivent, qui apprennent, qui se sécurisent et puis qui après partent vers une vie beaucoup plus inclusive. C'est ça aujourd'hui, c'est un outil de transition pour moi, le foyer de vie. En voiture avec la mère ou avec les filles qui s'occupent de la DMR. Tu as une roue motorisée. Quand c'est dans le bourg, tu peux te déplacer tout seul. Il a une roue motorisée qui s'adapte au fauteuil et il se déplace tout seul avec ça. J'ai déjà pris le train pour aller à Vannes. Je me déplace à pied. Autrement, je sais prendre le bus, je sais prendre le train. Je sais que mes parents peuvent m'emmener quelque part, donc voilà. Mais autrement, je sais prendre le bus et le train. Donc ça, c'est vraiment une inclusion dans la société. Ça fait vraiment quelque chose en plus pour aller, voilà, pour aller vers les gens. C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de mobilité, on sort pas du foyer. Moi, je le vois bien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des lignes de bus. Donc, on a de plus en plus de jeunes, qui partent à la journée sur Vannes, faire du shopping. Ils ont appris différents trajets. Si aujourd'hui il n'y avait pas ces lignes de bus, ils seraient
enfermés en fait à Tréfléan. Dire à quelle heure on part et à quelle heure on revient. Ouais, il n'y a que au niveau des horaires où c'est pas précis. Où il faut être méga précis au niveau des horaires. Et ils savent aussi qui veut sortir en autonomie, parce que s'ils ne sont pas personnes de sortir en autonomie qui ont peur, ben, ils partent pas tout seuls, ils partent avec quelqu'un. Sauf que nous, on part souvent tous les deux à Vannes. Alors, dans le bourg, là où j'ai un pied, en Polfond, je prends un car jusqu'au Prat Michelin. Après, je vais à pied jusqu'au Intermarché. Quand c'est l'heure, je retourne en case départ. Je fais demi-tour pour prendre le car pour mon Tréfléan. On le voit sur certains territoires. Alors ici, on est plutôt bien lotis, mais j'interviens sur un territoire un peu plus rural où la question des transports est une question centrale. Et on voit bien que si on souhaite accompagner l'inclusion, on est dans l'obligation de développer aussi des solutions de transport. S'il n'y a pas de solution de transport adaptée, de fait, il est difficile d'accompagner l'inclusion, voire il y a exclusion à l'égard de certaines tranches de la population. Si on prend l'exemple, nous, de Saint-Vincent, on est très limité, où il va y avoir qu'un bus le lundi et à des heures qui ne correspondent pas forcément avec leur rythme à eux. Et du coup, c'est assez compliqué, mais c'est pour ça que nous, l'équipe éducative, met tout en œuvre en fait pour toujours s'arranger, pour faire des trajets sur Redon, sur Rieux, la commune où on va faire les courses. Donc si le lundi, il y a d'autres résidents qui nous disent « voilà, il me fallait un bouquin, il me fallait un quelconque achat », bah voilà, on dépose sur Redon, on va faire les courses, on se rejoint à tel endroit, et puis voilà, tu peux prendre un café en attendant. Et pour moi, c'est ça aussi, le fait qu'il soit autonome en fait. La question de la mobilité, elle est centrale effectivement dans l'accompagnement vers l'inclusion. Parce que pour certains, le bus est une nécessité, pour d'autres ce sera le train, pour d'autres c'est le vélo et donc il faut des pistes cyclables, pour d'autres c'est des déplacements à pied mais avec du matériel adapté, donc il faut travailler aussi sur l'accessibilité urbaine, les trottoirs, etc. Donc oui, la question de la mobilité est une question centrale pour favoriser l'inclusion au quotidien. On a un pôle médical, effectivement, où on a un psychiatre qui vient tous les mercredis. Moi, je le vois pas souvent. Bah, là, je l'ai vu comme par hasard aujourd'hui, parce que c'était une visite annuelle, comme il faut le voir au moins une fois par an. Moi, je le vois pas très souvent, donc, parce que je suis bien, donc il n'y a pas de problème. Après, j'ai des problèmes pour les dents et pour les yeux. Donc là, ça a été avec ma référente SAVS, qui m'a redirigé vers des spécialistes, quoi, donc pour avoir des rendez-vous. Oui, moi, je suis bien suivi. Est-ce qu'il s'occupe bien de toi? Oh oui. Oui. Plutôt bien, même. Vu qu'on vient du foyer de vie Marie-Balavelle, en fait, on se sent écouté, on se sent accueilli, on se sent vraiment chouchouté par les médecins. Quand j'arrive, il me dit qu'est-ce qui vous amène ici, qu'est-ce qui se passe. Il est suivi dans un centre de rééducation. Et là, on a appris il y a quelques mois qu'il n'y a plus de médecin. Et du coup, on avait rendez-vous seulement 6 mois après, mais je leur ai dit, c'est pas possible, quoi. Il souffre 6 mois, c'est pas possible. Je vais prendre mon rendez-vous tout seul. Et puis pour le médecin ici, ça va quand je peux être tout seul. Certaines personnes que l'on accompagne se déplacent en autonomie, vont à la rencontre eux-mêmes de leur médecin traitant ou des spécialistes qui les auscultent. Pour d'autres, il y a besoin de cet accompagnement. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parfois, c'est simplement un besoin de rassurance. Voilà, c'est jamais anodin de se déplacer chez un spécialiste. Pour d'autres, on va avoir besoin de reverbaliser finalement leurs propos, de faire l'interface entre le médecin et la personne que l'on accompagne, ou entre la personne que l'on accompagne et le médecin. Donc pour moi, il est inclusif dans le sens où il doit accompagner, ça c'est une certitude, mais il doit aussi respecter le fait que y a de la confidentialité à travers ça et que si la personne accompagnée ne souhaite pas que l'on intervienne ou que l'on ait accès à des informations qu'elle pourra transmettre au médecin,
bon bah voilà, on se retire, on se met en arrière et en ce cas-là, on consulte après le médecin pour lui demander s'il y a des prescriptions à faire ou choses comme ça. Et les médecins plus jeunes, on va dire, reçoivent Luc avec beaucoup de bienveillance, s'adressent à lui comme à un adulte ordinaire, ce qui n'était pas du tout le cas pour certains auparavant, où ils zappaient complètement Luc. Hein, il me parlait qu'à moi. Alors oui, quand il était tout petit, certes, c'est souvent aux parents qu'on s'adresse comme pour n'importe quel enfant, mais quand même. Être inclusif, c'est une posture, c'est une façon d'être. Et le professionnel de santé, lui, il a pas appris ça en formation. Comment on accueille une personne en situation de handicap, comment à un moment on fait émerger la parole, comment on s'adresse à elle, comment on reformule, comment on s'adapte. Ma famille, c'est mes parents, puis c'est aussi le foyer. Le foyer et mon frère aussi, mais le foyer fait partie de ma famille maintenant. Ma soeur, mon frangin, puis ma maman, puis mes cousins et mes cousines. Les grands-mères, j'en ai plus. Ma mère, mon père, ça fait longtemps qu'ils sont partis. J'ai ma sœur. C'est important quand même d'avoir un lien avec la famille. Moi ma sœur, je la vois pas, mes cousins, je les vois pas non plus. J'ai que ma mère en fait, mais j'aime bien, ma mère est importante pour moi. C'est elle elle a toujours été là en fait. Il y a une sorte de soutien. C'est vrai que bah voilà, on voit. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que il y a quand même une différence sur les résidents, les personnes accompagnées qui vont partir en famille à une certaine récurrence, par exemple un week-end sur 2 ou tous les week-ends. Et à côté, les personnes accompagnées qui partiront pas, ou malheureusement bah, jamais, puisqu'ils n'ont plus de famille. Et du coup, là, on voit que bah, en fait, en allant dans la famille les week-ends, bah, il y a quand même, c'est ressourçant pour eux, ça calme, ça coupe le quotidien. C'est le cocon, c'est là où on va pouvoir se sentir à l'aise, de pouvoir discuter de tout, voilà, ce qui peut nous rassurer aussi sur des moments où on a des doutes. Voilà, pour moi, la famille, c'est très important. Le fait d'avoir des collègues, tout ça, de les voir tous les jours, ça crée des liens. Et moi, je sais que j'ai des bons amis maintenant qui sont à l'ESAT. Et ça fait un peu partie de la famille aussi, quoi. Même l'ESAT en lui-même, la direction, tout ça. Il y a un peu les repas, quand ils organisent les repas de Noël, les sorties. C'est vrai, il y a c'est un peu familial, quoi. On y va, on est content et on se retrouve et c'est bien, quoi. On dit qu'on est frères. On n'est pas vraiment frères. On est juste deux jeunes. On s'apprécie beaucoup. Mais quand j'ai besoin de quelqu'un, ben je sais à qui demander. Enfin, en gros, quand tu as besoin d'aide, oui, comme il a dit, il sait à qui demander en fait. Enfin, j'ai le sentiment qu'on a un cadre de référence qui est un petit peu différent que celui de la famille. Nous, notre cadre de référence va plutôt se situer justement sur l'accompagnement à l'inclusion, à l'autodétermination. Comment je peux t'accompagner pour qu'à un moment donné, tu puisses porter tes propres choix. Pour la famille, le cadre de référence se situe plutôt autour de la sécurité. Comment l'établissement peut assurer une sécurité physique, affective vis-à-vis de toi. Et aujourd'hui, quand on travaille avec les familles, de plus en plus de familles nous font confiance, comprennent pourquoi on est là, qu'on est à côté, qu'on n'est pas dans le système familial à un moment, et qu'on n'est pas dans le jugement non plus, qu'on essaye de travailler ensemble pour les rassurer et pour que leurs proches ou leurs enfants puissent faire leurs propres expériences. Donc ça bouge. Aujourd'hui, je dirais que les familles, en tout cas au sein du foyer de vie de Tréfléan, facilitent l'inclusion parce qu'il y a une vraie confiance. Je crois qu'ils nous font confiance. Il y a une unité et je crois qu'on converge tous vers le même but. C'est que leurs proches et les personnes qu'on accompagne puissent avoir le plus de liberté possible et vivre leurs expériences dans le droit commun. Les vacances en famille et les vacances collectives. Le foyer, le centre, les signes, je suis avec les potes. Et quand je vais chez mes parents, c'est en famille. Je pars dans des séjours adaptés. Cet été, j'étais dans le Vaucluse. Ça a bien tapé.
que j'ai déjà fait des vacances adaptées. Des fois, c'est que je pars aussi en vacances en famille aussi et tout. C'est bien, ça te coupe un peu. Fait plus d'activités adaptées Ouais. avec les vacances adaptées qu'en famille. Oui. Mm. Ah mais non, mais bon, Nous, c'est plus des visites. Ouais. Si tu fais en vacances adaptées, c'est des activités. Ouais. Pour tout ce qui est autour des vacances, on a travaillé avec un organisme et pour avoir bookiné justement les voyages et les avoir proposés aux résidents, moi j'ai été épatée quoi, de me dire waouh, c'est ça qui leur est proposé, c'est génial. C'est une diversité énorme. Enfin, franchement, on les voit partir au ski l'été. Il y a des superbes destinations qui restent en France, pour ma part, à ma connaissance. Des vacances souvent adaptées, parce que pour certains c'est nécessaire. Et donc, c'est des séjours exclusivement à l'attention de personnes en situation de handicap. On ne peut pas dire qu'ils soient intégrés au tissu social. Pour autant, les propositions de ces séjours visent petit à petit à proposer des activités à visée inclusive. Moi, je pars pas en séjour adaptif parce que financièrement, je peux pas. Mais autrement, les vacances, oui. Alors moi, je peux partir en vacances, mais comme les séjours coûtent cher, et si on n'a pas assez, on fait des... Par exemple, cette année, on a fait plus du fou, ski, et puis là, cette année, il y a un autre projet, c'est Futuroscope. Futuroscope. En vacances avec le foyer, on fait des séjours. D'ailleurs, je suis parti il y a 3 semaines à Noirmoutier, et ça s'est super bien passé. Sur le foyer de Ville-et-Signes, à chaque fois qu'on fait un séjour, c'est inclus. C'est-à-dire qu'on part en camping, on part dans le droit commun et on s'intègre à un moment, on s'intègre en fait aux vacanciers, aux personnes, aux familles et on laisse encore une fois les expériences se faire. Et c'est souvent très positif. Il y a les séjours adaptés, où là j'imagine que c'est bien adapté, mais peut-être que je me trompe, parce que j'ai jamais fait de séjour adapté au final, donc c'est ce que j'imagine, c'est ma représentation. Et ce que nous on propose, et là je sais de quoi je parle pour le coup, et quand on part, c'est au milieu des familles, c'est dans la ville, c'est dans la vraie vie en fait. J'ai connu, je connais tout, pas mal de gens, bonjour, ça va, tout. Dans le bourg de Tréféan, je suis connue de partout. Et en fait, j'aime bien parler avec les autres. Quand je cherchais par exemple mon pain à la boulangerie ou quand je vais par exemple au Carrefour à Action, on m'accueille vraiment très bien, on me conseille et tout ça, donc c'est vraiment bien. Je suis fier parce que je suis un peu un client des boutiques, quoi. Boulangerie, les bars, tout ça, pas pour boire d'alcool, mais... Oui, des fois droit des bonjours. Ils me connaissent, ils savent que surtout avec la tête que j'ai, il n'y a pas 36 000 Coréens là-bas. Donc, non, je suis bien intégré. Après, peut-être pas dans le bar, parce que c'est le bar, j'y vais jamais. Après, je vais dans les commerces à côté, quoi. Je rencontre des gens, on discute. Je danse dans Saint-Marcel, j'hésite pas à aller aux fêtes, voilà. Donc, moi j'aime bien danser, chanter. J'aime la solitude, mais il y a des moments, la solitude, ça pèse. C'est dur. Et des fois, c'est très dur de vivre tout seul. Des fois, j'ai envie d'avoir du monde et des fois, j'ai pas envie. C'est ça qui est embêtant pour moi. Que le mardi et le jeudi soir aussi. Que je vais au club, par exemple, pour aller faire des jeux avec des amis. J'y vais, on s'amuse bien et tout, et voilà. En détente que j'ai, ça peut être... je vais plus aller vers ceux du foyer que des gens que je connais pas. Pour certains, c'est devenu un peu mes potes, on peut se le dire. Dès qu'on se voit, on est content de se croiser, on est content de se saluer, de discuter. Avant, je jouais au boule bretonne. Et maintenant, les joueurs de boule bretonne me reconnaissent. Donc, par exemple, quand je vais au marché le lundi, tout le monde me reconnaît. Donc, ça fait un peu bizarre parce que tu t'y attends pas, quoi. Aujourd'hui,
vu que le lien est noué et qu'ils les voient aussi dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie, la confiance est là, ils les connaissent, ils connaissent leurs limites, ils savent comment s'adresser les uns aux autres, et il y a une rencontre. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, c'est la rencontre qui fait que l'autre ne te fait plus peur et que tu l'inclus dans ton cercle. Des fois, avec certains, ça va un peu plus loin parce que y en a qui ont vraiment envie de faire de la musique, qui ont vraiment envie d'en faire, donc je ferme pas la porte non plus. Et du coup, il y en a comme Jonathan qui m'a accompagné sur le terrain, qui est venu faire un concert avec nous, quoi. C'est-à-dire que lui, il était considéré comme un artiste, voilà. Il faisait partie de la team et il a partagé ce temps de scène avec nous. Et c'était chouette, quoi, de voir les gens qui étaient en train de le regarder faire son concert, que lui, il prenait du plaisir à faire son concert. En fait, quand ils sont dans un milieu, dans un autre milieu, ils nous démontrent qu'ils ont autant de compétences qu'une personne valide. Et de bouche à oreille, ça commence à faire son petit chemin. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où l'inclusion est possible, puisque la société change son regard sur les personnes en situation de handicap. Alors, c'est les prémices, mais c'est par le bénévolat, c'est par l'inclusion qu'à un moment, le regard sur les personnes en situation de handicap change.